Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Les Républicains au Sénat. Alors, l'Europe à nouveau meurtrie ces derniers jours avec l'assassinat en Belgique, à Bruxelles, de 2 Suédois lors d'un match de foot, attentat revendiqué par l'État islamique. Le terroriste a été interpellé, abattu 3 jours donc après aussi le meurtre d'un enseignant à Arras. Alors, on a entendu Nina il y a quelques instants. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous un petit peu le sentiment qu'on va devoir s'habituer au terrorisme, que ça va devenir notre quotidien. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Non, parce que il y a l'horreur, mais il y a pire que l'horreur. C'est l'accoutumance à l'horreur. Il faut lutter de toutes nos forces contre ce sentiment d'une forme routinière de ces événements que certains qualifient de divers. J'ai jamais, moi, qualifié les événements qui arrivent ponctuellement d'événements et de faits divers. Parce qu'un fait divers, ça n'a pas de sens. Mais là, tous sont reliés. Ils sont reliés à une barbarie, à du terrorisme, mais à un terrorisme islamiste. Et on a depuis des années et des années, la France, Israël, nous sommes attaqués pour ce que nous sommes, pour nos propres valeurs, pour ce que nous représentons. Et on doit apporter une réponse qui soit intraitable. Intraitable, parce qu'on nous fait la guerre. Alors justement, une réponse intraitable. On l'apprenait, 183 interpellations pour des actes antisémites depuis samedi selon le ministère de l'Intérieur. Et parmi ces interpellés, 55 étrangers. Vous souhaitez justement renforcer, vous, le projet de loi immigration qui arrive au Sénat le 6 novembre prochain. Par quoi ça va passer exactement ? Bien sûr qu'il faut renforcer ce texte de loi. Au passage, on a appris il y a quelques heures que le terroriste qui a fait feu sur 2 supporters suédois en Belgique est passé par Lampedusa. La question qui s'offre à nous est la suivante. Elle est très très simple. Sur les 14 attentats terroristes en France, 8 ont été diligentés par des étrangers. Et les autres, c'était des Français mal assimilés. La panne de l'assimilation, de l'intégration en France vient du fait que nous sommes absolument submergés par le monde. Donc si on veut mettre fin au chaos migratoire, il faut en prendre les instruments. Et le texte actuel est beaucoup trop faible. Alors, renforcer les flux migratoires, les maîtriser, c'est l'objectif ? Ah non, pas les renforcer, les maîtriser, surtout pas précisément. Le gouvernement, dans son article 3, voudrait, lui, pratiquer des régularisations massives. C'est-à-dire que la fraude à nos frontières paierait. Vous rentrez, vous êtes clandestin, eh bien, il faut absolument vous régulariser sous prétexte que vous êtes dans un métier dit sous tension. Tous les métiers en France sont sous tension. Ce qui fait que ça crée un appel d'air. Et ça crée, parce que dans le droit français, vous avez un principe. La fraude ne paye pas. Là, vous donnez une prime à la fraude. Vous donnez un droit automatique. Nous, on n'en veut pas. Parce que ce sera un nouvel appel d'air. Et qu'est-ce qu'on fait des 430 000 étrangers qui sont en situation régulière sur le sol français et qui sont au chômage? Qu'est-ce qu'on fait des 1 400 000 jeunes français qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi, n'ont pas de formation et ne sont pas à l'école? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une formidable capitulation. Hors de question de voter ce texte si c'est un texte qui est trop faible. Certains dénoncent aussi des failles, puisqu'on l'apprenait notamment, l'assassin du professeur à Arras était fiché S. C'est pas la première fois, bien sûr, qu'un homme fiché S fait un attentat sur notre territoire. Sa famille avait aussi fait l'objet d'une mesure d'expulsion en 2014. Mais attendez, mais quand vous regardez de près, ce cas de figure, c'est un cas d'école. Par 2 fois, il a été débouté du droit d'asile. Une première fois, lorsqu'il était mineur, avec sa famille, et une seconde fois lorsqu'il était mineur. À chaque fois, les délais se sont allongés. À chaque fois, le droit français organise. Nous avons organisé notre propre impuissance. C'est-à-dire que nous ne maîtrisons pas nos frontières, nous ne maîtrisons pas les flux migratoires, parce que nous ne maîtrisons plus notre droit. Et en plus, ces jurisprudences internationales nous l'interdisent. Nous l'interdisent. La dernière étant, par exemple, celle de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France dans une expulsion récente pour un Tchétchène, justement, radicalisé, tout simplement parce que selon la CEDH, on n'a pas le droit d'expulser quelqu'un si ce quelqu'un, même très dangereux pour les Français, terroriste même, on n'a pas le droit de l'expulser si on n'a pas la certitude qu'il va bénéficier d'un procès équitable dans son pays d'origine. Donc on voit bien que la jurisprudence internationale a une logique, qui est une logique qui n'est pas des traités, qui n'est pas celle des textes, qui est une logique qui considère que chaque être humain, où qu'il soit sur la planète, a un droit qui est un droit opposable de s'implanter où il veut. Ça n'est pas possible. Moi, j'estime que la démocratie confère au peuple, à chaque peuple, le droit le plus élémentaire
de dire ce qu'ils souhaitent accueillir et ce qu'ils souhaitent expulser. Lara Tchekov, vous avez une question pour Bruno Retailleau. Oui, dans une interview accordée à Sud Radio hier, Daniel Obono a qualifié le Hamas de mouvement de résistance. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il allait saisir le procureur de la République pour apologie du terrorisme. Est-ce qu'il faut dissoudre la France insoumise? Et vous qui êtes de droite, quel regard vous portez sur ce qui se passe à gauche? Moi, je ne suis pas surpris par cette réponse. Je le dis depuis des mois et des mois. J'ai pointé le caractère anti-républicain de la France insoumise. Ça fait des mois et des mois. Enfin, bien sûr que là, Madame Obono ajoute un nouvel indice. Et ça n'est même pas un indice, c'est une nouvelle preuve, puisque à tous ces idiots utiles de l'islamo-gauchisme qui ont peur de qualifier les attentats de terroristes islamistes, il faut rappeler ce qu'est le Hamas, qui est un mouvement islamiste, que le Cheikh Yassine, qui est un de ses fondateurs, qui n'est plus, mais qui est un de ses fondateurs, ne réclamait pas d'ailleurs la libération de toute la Palestine, y compris d'ailleurs sur l'État d'Israël. Il voulait soumettre à la charia la Palestine. Et depuis que le Hamas a expulsé les anciens amis de Yasser Arafat, autorité palestinienne, le Gaza a été transformé en prison à ciel ouvert. Les droits civiques ne sont plus. On ne compte pas par exemple les tortures. On ne compte pas les sévices appliqués aux homosexuels, les exécutions, les arrestations arbitraires. Donc oui, bien sûr que depuis très longtemps, et lorsque ce mouvement s'est associé, souvenez-vous, en novembre 2019, ils avaient battu le pavé parisien aux côtés du CCIF qui depuis a été dissous. Et il y avait déjà, au cri d'Allahu Akbar, de mort aux Juifs, déjà. Et ils se sont associés à des mouvements très violents comme Sainte-Soline. Les zadistes, je les connais bien puisque j'ai vécu Notre-Dame-des-Landes, j'étais président de la région Pays de la Loire à l'époque. Donc, alors, dissoudre en revanche, dissoudre un parti politique, c'est autre chose que de dissoudre une association. Et notre droit est un droit très très complexe. Mais en tout cas, il faut les mettre au banc de la classe politique. Et moi, j'espère bien que la NUPES va exploser. Qu'est-ce qu'on dirait à la droite? Mais qu'est-ce qu'on dirait à la droite si on s'associait avec une extrême droite aussi dangereuse, aussi nocive? Alors, il y a également donc, ces silences politiques, ces non-condamnations du Hamas par la France insoumise. Et puis, il y a aussi ces prises de parole de plusieurs personnalités françaises. Récemment, le footballeur Karim Benzema qui a publié un tweet sur les habitants de Gaza, je cite, victimes une fois de plus de bombardements injustes. Alors, ce n'est pas le seul. Il y a eu beaucoup de personnalités de la culture populaire qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes ont une responsabilité dans ce qui peut s'apparenter aussi à une importation du conflit israélo-arabe en France. Mais bien sûr, ils agissent comme des complices. Ils agissent comme les collabos. Voilà. Et je voudrais quand même leur rappeler une chose, c'est ce qui se passe là-bas nous concerne ici, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on partage avec nos amis juifs israéliens la même condition humaine. Et je l'ai dit au Sénat, rien de ce qui est inhumain ne doit nous être étranger. Et quand on voit des enfants et des bébés, des nouveau-nés, symboles de l'innocence, égorgés et décapités, ça doit, comment dirais-je, nous arracher les tripes. Le deuxième élément, c'est que nous avons entre nous, le peuple juif, Israël, des liens irrévocables, des liens historiques tissés dans le creuset de nos racines judéo-chrétiennes, mais aussi des liens civiques et culturels. Nous partageons les mêmes valeurs de la démocratie. Et enfin, nous avons des liens par le sang versé. Je veux rappeler quand même que ce matin, le décompte, c'est déjà 21 Français qui sont morts et d'autres qui sont otages. Donc, notre destinée est une. Oui, on l'apprenait donc cette franco-israélienne de 24 ans qui a été retrouvée, son corps en tout cas a été identifié. Alors terrorisme en Israël, on en parle. Vous avez indiqué par ailleurs que le Quai d'Orsay avait refusé que le Sénat étudie un texte pour condamner les crimes du Hamas et soutenir les Israéliens. Moi, j'ai voulu tout de suite faire en sorte que le Sénat montre sa solidarité vis-à-vis d'Israël. J'avais donc rédigé une résolution pour qu'elle puisse être votée et je l'avais élargie de façon à ce qu'elle puisse être très très largement signée, voire très très largement votée. Je pense que ça aurait été un message très puissant vis-à-vis du peuple israélien et de l'État d'Israël. Elle devait être discutée cet après-midi après les questions au gouvernement et j'ai appris que le gouvernement ne voulait pas l'inscrire à l'ordre du jour. Et vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que le Quai d'Orsay nous dit mais attention, faut prendre des précautions, faut être prudent. Peut-être qu'il y aura des dommages collatéraux dans la bande de Gaza. C'est votre résolution, elle tomberait mal. Vous vous rendez compte? C'est lamentable. C'est lamentable pour des raisons. C'est lamentable d'abord parce que ces gens-là mettent sur le même plan
les horreurs, les atrocités inouïes qui se sont passées le 7 octobre avec une légitime réponse. Voilà, bien sûr, il y a un droit de se défendre pour Israël. Deuxième réponse, c'est le mépris du Parlement. Donc le Parlement français n'est pas suffisamment adulte pour discuter d'une résolution, pour voter une résolution, au moment où le monde entier est tourné. L'humoriste le disait très bien, mais avec ses mots évidemment, où on est tous tournés heure par heure sur cette région du monde. Et nous, il faut qu'on se taise. Le gouvernement, heureusement, à force de protester, va se rattraper puisque la semaine prochaine, il organisera un débat mardi ou mercredi sur les fondements de l'article 50-1 de la Constitution. Malheureusement, vous voyez, ce débat ne sera qu'un débat et nous serons privés de vote. J'aurais voulu qu'il y ait un vote massif. Et on aurait bien vu d'ailleurs, entre nous, on aurait bien vu qui aurait refusé de voter la résolution. Alors, le soutien de la communauté internationale, Bruno Retailleau, on le sait, Emmanuel Macron l'a dit, il se rendra dans les prochains jours en Israël. Pour l'instant, pas de date précise annoncée, mais il rejoint donc le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre britannique aussi, Rishi Sunak, qui devrait se rendre en Israël, et puis bien sûr le président américain Joe Biden, qui est attendu ce matin à 9h, heure de Paris, à Tel Aviv. On sait donc qu'il y a 199 otages dans la bande de Gaza actuellement, une dizaine sont français. La France doit tout faire pour ramener ces otages, selon vous ? Bien sûr, et je souhaite que le président de la République y aille le plus tôt possible d'ailleurs, le plus tôt possible. J'aurais aimé qu'il y aille en premier. Vous avez indiqué que Scholz y est déjà allé et que Joe Biden va s'y rendre, et c'est d'ailleurs très très courageux de sa part. Je pense qu'il faut y aller, il faut vraiment que notre solidarité soit à toute épreuve. Je me souviens, j'étais le premier parlementaire, moi, en août 2014, à me rendre en Irak, vous voyez. Et j'avais un sentiment, et quand je m'étais rendu, c'était dans de mauvaises conditions évidemment, mais j'avais ce sentiment que ce qui se passait en Irak pouvait nous atteindre. Et quelques mois après, il y avait Charlie Hebdo, il y a eu le Bataclan, etc., etc. On est dans les mêmes configurations. Ne nous trompons pas, ce sont les mêmes ennemis. Et ces ennemis-là nous désignent, nous ciblent pour ce que nous sommes. Voilà. Donc la France doit faire pression, par exemple, sur des acteurs comme le Qatar, qui exercent un soft power en France assez fort. Oui. Par qui? Posons-nous la question. La résolution abordait ce point-là, d'ailleurs. Par qui le Hamas est financé? Et pas de l'argent, c'est pas la manne qui tombe du ciel, si j'ose dire. Il est financé par des États comme le Qatar, par des États comme l'Iran, et sans doute par nous-mêmes. Et sans doute par l'Europe. Et moi, je demandais à ce qu'on contrôle beaucoup plus rigoureusement, et j'aurais aimé d'ailleurs qu'il y ait un gel, non pas des crédits humanitaires, pour ne pas faire tomber l'opprobre sur le peuple qui vit dans la bande de Gaza, mais au moins sur les crédits de développement, des universités, etc., etc. Alors, un dernier point très très rapidement, Bruno Retailleau, nous sommes tous israéliens et tous arméniens. Vous affichez aussi votre solidarité avec l'Arménie qui a été, c'est vrai, un petit peu abandonnée ces derniers jours. Ça, c'est important pour vous, hein? Oui, c'est très important pour moi parce que ce qui s'est passé, vous savez, ce qui s'est passé en Arménie, ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh, où Monsieur Aliyev, l'Azerbaïdjan, avec Monsieur Erdogan, il y a 3 ans, pendant la guerre des 44 jours, ont expédié à peu près 1000 djihadistes, vous voyez, qui ont égorgé, etc. C'est le même processus. Ce que l'on reproche à cette petite Arménie, c'est d'être une démocratie. Ce que l'on reproche, c'est de porter nos valeurs, d'être une nation face à des grands empires. L'Iran, l'Empire perse, l'Empire russe, l'Empire ottoman, une petite nation. Et peut-être d'être un État encore trop chrétien. Voilà. Donc ce sont des valeurs qui nous ressemblent et on n'a pas le droit, ce silence international, c'est désespérant. Et quand on tolère l'inacceptable ici, on le tolère aussi chez nous ou ailleurs. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir été avec nous sur Radio J. À bientôt. C'est moi, merci. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.